Je vais épouser ma petite amie. Nous n'avons jamais été légalement mariés, donc tu n'auras rien. Mon mari, un médecin, a dit cela après 10 ans de vie commune. J'ai juste souri, c'est surprenant que quelqu'un comme toi soit réellement devenu médecin. Puis j'ai fait glisser une enveloppe jaune sur la table, un médecin ne devrait-il pas lire attentivement avant de signer? Au moment où il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, son visage est devenu complètement pâle. Ce qu'il y a de curieux avec la trahison, c'est qu'elle commence rarement par un coup de théâtre. La plupart du temps, elle débute par de petits changements qui semblent anodins au premier abord. Un SMS envoyé en retard. Un dîner manqué. Un sourire qui n'atteint plus les yeux. Un mari qui cesse de demander comment s'est passée votre journée. Un mari qui semble soudain agacé par la personne même qu'il avait autrefois hâte de retrouver en rentrant à la maison. Avec le recul, je pouvais retracer la liaison de Michael à travers des dizaines de minuscules détails disséminés sur plusieurs années. Mais sur le moment, je ne les ai pas reconnus pour ce qu'ils étaient. Comme beaucoup de femmes mariées depuis longtemps, je leur trouvais des excuses. Il était stressé. Il faisait de longues heures. Il gérait des patients difficiles. Il était épuisé. Après tout, Michael n'était pas n'importe quel médecin. Il était chirurgien orthopédiste. Le genre de médecin dont l'emploi du temps semblait conçu par quelqu'un qui détestait le sommeil. Le genre de médecin qui partait avant le lever du soleil et rentrait souvent après la tombée de la nuit. Le genre de médecin qui avait passé des années à se convaincre que chaque sacrifice qu'il faisait était pour notre avenir. Et pendant longtemps, j'y ai cru, moi aussi. Nous vivions à Nippville, dans l'Illinois, dans une belle maison à 2 étages avec un revêtement blanc, un garage pour 3 voitures et un aménagement paysager suffisamment soigné pour satisfaire l'association des copropriétaires. Ce n'était pas un manoir, mais c'était le genre de maison que les gens ralentissaient pour admirer en promenant leurs chiens. Michael aimait l'appeler « sa maison ». Je ne l'ai jamais corrigé, non pas parce que c'était vrai, mais parce que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Le matin où tout a basculé avait commencé comme n'importe quel autre samedi. Je me suis réveillé vers 7 heures, j'ai fait du café et je me suis installé sur la terrasse arrière pour regarder le lever du soleil sur les jardins voisins. Le temps était parfait, une de ces matinées fraîches du Midwest qui vous font apprécier que l'été n'est pas encore complètement cédé la place à l'automne. Michael est sorti 20 minutes plus tard. Il n'avait pas de café. Il n'avait pas de petit déjeuner. Il n'avait pas son téléphone, ce qui a immédiatement attiré mon attention. Au lieu de cela, il s'est assis en face de moi et a joint les mains. Ce geste semblait répété. J'ai su que quelque chose ne allait pas avant même qu'il ne prononce un mot. « Émilie » a-t-il commencé. Mon estomac s'est noué. Personne ne prononce votre nom de cette façon à moins d'être sur le point de changer votre vie. Il a fixé la clôture plutôt que de me regarder directement. Puis il a pris une profonde inspiration. Je vois quelqu'un. C'était là. Simple, clinique, presque sans émotion, de la même manière qu'un chirurgien annoncerait la réussite d'une intervention. Pendant quelques secondes, je l'ai simplement regardé. Non pas parce que j'étais surprise, car je ne l'étais pas. Pas complètement. Au fond de moi, je savais que ces nuits tardives n'avaient aucun sens. L'eau de Cologne neuve, l'abonnement à la salle de sport pour lequel il s'était soudainement pris de passion. La façon dont il avait commencé à protéger son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Non, la liaison en elle-même n'était pas choquante. Ce qui m'a choqué, c'est le peu d'émotion qu'il a montré en l'avouant. J'ai posé ma tasse de café. Depuis combien de temps? Un peu plus d'1 an. 1 an. J'ai hoché la tête lentement. 1 an de mensonges. 1 an de dîners partagés. 1 an de faux semblants. Michael a semblé encouragé par mon calme. Ce fut sa première erreur. Je tiens à elle, a-t-il poursuivi. Je n'ai rien dit. Je l'aime. Toujours rien. Puis est venue la phrase qui m'a révélé exactement qui mon mari était devenu. Je vais l'épouser. Pas si nous divorçons. Pas si les choses s'arrangent. Pas un jour. Je vais l'épouser. Comme si l'avenir était déjà tracé. Comme si mon rôle dans l'histoire était terminé. J'aurais dû être dévasté. Une version plus jeune de moi l'aurait peut-être été.
Mais il se produit quelque chose d'étrange lorsque l'on passe des années à porter silencieusement une relation sur ses épaules. À la longue, l'épuisement remplace le chagrin. Je l'ai regardé attentivement. Sa montre de luxe, son polo de marque, son assurance, sa certitude. Michael croyait sincèrement détenir tout le pouvoir. Puis il a porté le coup de grâce, ou ce qu'il pensait être le coup de grâce. Nous n'avons jamais été légalement mariés. J'ai cligné des yeux. Il a continué à parler rapidement, sûr de lui, presque impatient. Tu te souviens quand nous avons parlé de faire les papiers au tribunal il y a des années? Nous n'avons jamais terminé la procédure. Il n'y a jamais eu d'enregistrement légal. J'ai failli rire. Non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il croyait sincèrement ce qu'il disait. Donc, légalement parlant, Michael, il n'y a rien à partager. La maison, les investissements, mes comptes de retraite, tout m'appartient. Mes comptes de retraite, ma maison, mes investissements, pas les nôtres, les siens. J'ai immédiatement remarqué ce glissement sémantique. Peut-être avait-il toujours été là. Peut-être l'avais-je simplement ignoré. 10 ans ensemble, et voilà qu'il parlait comme si j'avais été une invitée temporaire dans sa vie. Il s'est adossé à sa chaise. Je ne veux pas que cela devienne pénible. Cela a failli me faire sourire. Les hommes qui disent qu'ils ne veulent pas que les signes s'enveniment sont souvent ceux qui cachent le couteau. Je vais t'aider à te relocaliser. Relocaliser, pas déménager. Relocaliser comme un employé que l'on mute. Je te donnerai un peu d'argent pour commencer. Un peu d'argent après 10 ans. Je l'ai dévisagé. Puis j'ai souri. Son expression a légèrement changé. Un doute a traversé son regard. Ce n'était pas ainsi que la conversation était censée se dérouler. Il ne pleurait pas. Je ne criais pas. Je ne négociais pas. Au lieu de cela, je me suis levé et suis rentré à l'intérieur. Émilie? Je l'ai ignorée. Dans la cuisine, j'ai ouvert un tiroir et en est sorti une grande enveloppe jaune. La même enveloppe qui s'y trouvait depuis des années. La même enveloppe que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. La même enveloppe qui contenait une leçon que Michael aurait dû apprendre depuis longtemps, lire avant de signer. Je suis retourné sur la terrasse. Michael avait l'air irrité à présent. Qu'est-ce que c'est? Je me suis assise. Puis j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que je regarde là? Ouvre-la. Il a hésité. Puis il a sorti les documents. Au début, son expression est restée assurée, puis elle est devenue confuse. Puis inquiète, puis terrifiée. Ses yeux sont revenus à la première page, puis à la signature, puis sont repartis en arrière. Non. Le mot a franchi ses lèvres à peine audibles. J'observais en silence. Non, c'est impossible. Pour la première fois de la matinée, il m'a regardé en face. Vraiment regardé. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas vrai. Je me suis adossé. Regarde la signature. Son visage est devenu blême. Car c'était bien sa signature. Pas similaire, pas approchante. La sienne. La signature qu'il utilisait depuis des années, celle qu'il avait apposée sur des centaines de documents juridiques sans jamais les lire. La signature figurant juste en dessous d'un certificat de mariage officiel délivré 10 ans plus tôt. Le certificat prouvant que le docteur Michael Carter et Emily Carter had been légalement mariés tout ce temps. Et soudain, l'homme qui était arrivé en s'attendant à la victoire semblait à peine pouvoir respirer. Michael fixait le certificat de mariage comme s'il allait se modifier sous ses yeux s'il le regardait assez longtemps. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Le seul bruit provenait d'une tondeuse à gazon quelque part dans la rue et des rires lointains d'enfants à vélo dans le quartier. Des bruits ordinaires, normaux, le genre de bruit qui continue d'exister même quand la vie de quelqu'un s'effondre doucement. Ça doit être un faux. Sa voix semblait forcée. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Regarde le sceau. Ses yeux sont descendus au bas du document. Le sceau officiel de l'État, le numéro d'enregistrement, la certification du greffier du comté, chaque détail exactement là où il devait être. Michael a dégluti. Ça n'a pas de sens. Ça en a un parfait. Non, nous avons parlé de nous marier au tribunal, mais nous ne l'avons jamais fait, sa tête s'est redressée brusquement.
Si, nous l'avons fait. Absolument. La confusion dans ses yeux a lentement fait place aux souvenirs. Pas des souvenirs complets, mais des fragments, des pièces de puzzle. De la même façon qu'on se souvient d'un film vu des années auparavant. Je pouvais presque revoir la scène. Le couloir du tribunal, la paperasse, les signatures, l'après-midi pressé, le fait qu'il consultait ses emails entre deux documents, le fait qu'il signait partout où je pointais du doigt, le fait qu'il ne se soit pas demandé une seule fois ce qu'il signait. 10 ans plus tôt, Michael terminait sa formation de spécialisation. Il travaillait 80 heures par semaine, constamment épuisé et éternellement distrait. À l'époque, nous planifions une cérémonie de mariage plus importante pour la famille et les amis. Sa mère voulait un mariage à l'église. Mes parents voulaient une réception. Tout le monde avait son avis. Finalement, j'ai suggéré quelque chose de pratique. Pourquoi ne pas nous marier légalement maintenant et faire la fête plus tard? Michael a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Tout ce que tu veux. 3 semaines plus tard, nous sommes allés au tribunal. La procédure a pris moins de 30 minutes. Michael a passé la majeure partie de ce temps à répondre à des emails professionnels. Je me souvenais avoir ri après coup. Tu sais, la plupart des gens sont attentifs pendant leur propre mariage. Sa réponse avait été tout aussi mémorable, tant que je finis marié avec toi, la paperasse m'importe peu. À l'époque, j'avais trouvé cela romantique. Aujourd'hui, cela résonnait comme un avertissement. De retour sur la terrasse, Michael avait l'air physiquement malade. Non. J'ai hoché la tête. Si. Il a de nouveau fixé le document. Puis une autre pensée l'a frappé. J'ai assisté à l'instant précis où cela s'est produit. Le certificat de mariage n'était pas la véritable catastrophe. Le certificat de mariage n'était que le premier domino. Sa respiration est devenue irrégulière. Quoi d'autre? J'ai esquissé un léger sourire. Comment ça, quoi d'autre? Qu'y a-t-il d'autre dans cette enveloppe? Elle était là. La question cruciale. J'ai joint mes mains calmement. Tu as enfin appris à poser des questions avant de signer. Ses mâchoires se sont crispées. Émilie. J'ai tendu la main vers la pile et j'en ai sorti plusieurs documents. Des titres de propriété, des accords de refinancement, des divulgations d'investissement, des déclarations de propriété commerciale, des papiers accumulés sur une décennie. Des papiers portant une signature très familière. La sienne. Michael les a feuilletés. Son visage a blêmi encore davantage. Que sont ces documents? Je vois bien ce que c'est. Apparemment non. Ses yeux se sont plissés. Pour la première fois de la matinée, la colère a commencé à remplacer la panique. Tu trouves ça drôle? Non, j'ai marqué une pause. Je trouve cela tragique. Il a jeté plusieurs feuilles sur la table. C'est toi qui gérais nos papiers. Oui. Tu me disais où signer. Oui. Et maintenant, tu fais comme si c'était ma faute. La question est restée en suspens. Pendant des années, cette version de Michael m'aurait intimidé, le chirurgien brillant, le professionnel respecté, l'homme habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. Mais quelque chose avait changé. Pas en lui, en moi. Je n'avais plus aucun intérêt à protéger son ego. Tu as signé des documents juridiques sans les lire. Son visage s'est durci. Parce que je te faisais confiance. Ces mots ont résonné plus durement qu'il ne l'avait voulu. Pendant un court instant, j'ai ressenti une piqûre. Non pas parce qu'ils étaient injustes, mais parce qu'autrefois, ils avaient été vrais. Il m'avait fait confiance et je lui avais fait confiance. C'était le fondement même de notre mariage. La différence, c'est que moi, je ne l'avais pas trahi. Je ne t'ai jamais menti. Il a détourné le regard. Chaque document était exactement ce qu'il prétendait être. Tu savais que j'étais débordé. Être débordé n'est pas une défense juridique. Le silence qui a suivi était pesant. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'il savait que j'avais raison. Michael s'est levé brusquement. Il s'est mis à arpenter la terrasse. Des années d'assurance s'évaporaient en temps réel. Je reconnaissais ce processus pour avoir vu des familles de patients vivre des moments similaires dans les salles d'attente des hôpitaux, d'abord le déni, puis la confusion, la peur, la colère,
et enfin la réalité. Combien? J'ai levé les yeux. Combien quoi? Quelle proportion de tout cela constitue des biens communs? Elle était là. La question qu'il aurait dû poser avant d'annoncer que je n'aurais rien. J'ai haussé les épaules. Je n'en sais rien. Ses yeux se sont agrandis. Tu n'en sais rien. Non. J'ai bu une gorgée de café. C'est à cela que servent les avocats. La mention des avocats l'a frappé de plein fouet. Car pour la première fois, Michael comprenait ce qui se jouait. Ce n'était pas une dispute théâtrale. Ce n'était pas une vengeance émotionnelle. C'était la réalité juridique. La loi se moquait de son assurance. La loi se moquait de sa liaison. La loi se moquait qu'il se soit convaincu que je n'avais droit à rien. La loi s'intéressait aux documents. Et les documents n'avaient jamais été le point fort de Michael. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Vanessa, the girlfriend. Il a rejeté l'appel immédiatement. Puis un autre message est apparu. Et encore un autre. Je n'avais pas besoin d'en voir le contenu. Je le savais déjà. Elle planifiait probablement un brunch, peut-être une escapade de week-end, ou discuter des lieux de mariage. Pauvre femme. Elle n'avait aucune idée que l'avenir financier que Michael lui avait promis était en train de s'évaporer rapidement. En fin d'après-midi, il avait contacté un avocat spécialisé en divorce. Dès le soir, il avait programmé une consultation d'urgence. Le lendemain matin, il était assis en face de l'un des avocats en droit de la famille les plus chers de Chicago. Je n'ai pas assisté à ce rendez-vous, mais j'ai fini par savoir exactement comment il s'était déroulé. En effet, des mois plus tard, lors de la phase de communication des pièces, des éléments de cette consultation sont devenus pertinents. D'après les notes de l'avocat, Michael était arrivé convaincu que la situation se réglerait rapidement. Il pensait que le certificat de mariage pouvait être invalide. Il croyait que la plupart des actifs lui appartenaient exclusivement. Il pensait que la loi confirmerait ce qu'il voulait entendre. L'avocat a examiné les documents, un par un, minutieusement. Contrairement à Michael, l'entretien a duré près de 3 heures. Quand il s'est terminé, l'avocat a retiré ses lunettes et l'a regardé droit dans les yeux. Dr Carter, votre problème n'est pas le certificat de mariage. Michael s'est senti soulagé pendant une demi-seconde. Puis l'avocat a poursuivi, votre problème, c'est que votre femme semble avoir des dossiers sur tout. Tout. Un mot. Un mot dévastateur. Car soudain, la question n'était plus de savoir s'ils avaient été légalement mariés. La question était de savoir si la femme que Michael avait sous-estimée pendant 10 ans savait exactement tout ce qu'elle avait aidé à bâtir. Et pour la première fois depuis le début de sa liaison, Michael commençait à réaliser qu'il n'était peut-être pas celui qui contrôlait l'issue de l'histoire. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Michael avait été le genre d'homme à croire que les problèmes pouvaient être résolus avec assez d'intelligence, d'argent ou d'assurance. La médecine a récompensé cet état d'esprit. Quand les patients paniquaient, il restait calme. Quand des urgences survenaient, il prenait le contrôle. Quand des décisions difficiles devaient être prises, on se tournait vers lui pour obtenir des réponses. Avec le temps, cette assurance était devenue autre chose, quelque chose de plus dangereux, de l'arrogance. Et l'arrogance a cette fâcheuse habitude de convaincre les gens que les conséquences sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres, jamais à eux. Certainement pas à des médecins brillants. 3 jours après notre discussion sur la terrasse, Michael est rentré à la maison plus tôt que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Non pas parce que j'essayais de sauver le mariage. Non pas parce que je faisais comme si de rien n'était. Honnêtement, je cuisinais parce que cela m'aidait à réfléchir. Il y a quelque chose de réconfortant dans les routines ordinaires lorsque la vie devient chaotique. Le bruit rythmé des légumes que l'on coupe, l'odeur de l'ail et de l'huile d'olive, les mouvements familiers que vos mains connaissent par cœur. Michael est entré dans la cuisine, un épais dossier juridique à la main. Son visage paraissait plus vieux qu'une semaine auparavant. Pas radicalement plus vieux, juste fatigué. Ce genre de fatigue qui s'installe quand la certitude disparaît. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas levé les yeux. Nous avons beaucoup fait cela ces derniers temps. Ce n'est pas drôle. Non, j'ai versé des carottes émincées dans un bol. Ce ne l'est vraiment pas. Il a posé le dossier sur le plan de travail.
Tu sais ce que mon avocat a dit? Je peux deviner. Il a dit, elle a tout documenté. J'ai esquissé un léger sourire. C'est ce que font les adultes responsables. Ses mâchoires se sont crispées. Tu as gardé des dossiers pendant 10 ans. J'ai payé des impôts pendant 10 ans aussi. Est-ce suspect? Pendant un instant, il a semblé hésiter, ne sachant pas si je me moquais de lui. La vérité était plus simple. Je ne me moquais pas de lui. J'expliquais la réalité. Les gens gardent des archives, en particulier ceux qui passent des années à gérer un foyer, des investissements, des polices d'assurance, des hypothèques et des comptes de retraite. Michael avait passé une décennie à supposer que la paperasse se gérait par magie. Quelqu'un devait s'en occuper concrètement. Et ce quelqu'un, c'était moi. Il a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs pages. Tu sais ce que dit ce document? J'ai jeté un coup d'œil. J'ai reconnu le document immédiatement. Un accord de refinancement datant de 6 ans plus tôt. Oui. Il identifie spécifiquement les contributions financières des deux conjoints. Exact. Sa voix a monté d'un ton. Pourquoi as-tu inclus cela? Je l'ai fixé. La question était si absurde. J'ai failli rire. Parce que c'était vrai. Pendant plusieurs secondes, il est resté là, planté au milieu de la pièce. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Le problème n'était pas le document. Le problème était la vision du monde qui sous-tendait sa question. Pourquoi as-tu inclus cela? Comme si les faits n'existaient que lorsqu'ils étaient pratiques. Comme si mes contributions ne devenaient réelles que s'il les validait. Il s'est assis lourdement à la table de la cuisine. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Michael semblait sincèrement perdu. Tu ne gagnais pas ce que je gagnais. Elle était là. La phrase, le véritable problème. Pas la liaison, pas le divorce, pas la paperasse, cette croyance qui avait grandi silencieusement en lui au fil des ans. J'ai éteint la cuisinière et je me suis assise en face de lui. Non, ai-je répondu calmement. Je ne gagnais pas ce que tu gagnais. Il a hoché la tête immédiatement, soulagé, jusqu'à ce que je poursuive, parce que pendant que tu construisais ta carrière, moi, j'aidais à construire ta vie. Son expression s'est durcie. J'ai continué malgré tout. Tu te souviens de ton examen de spécialisation? Silence. Tu as étudié tous les soirs pendant 6 mois. Rien. J'ai payé les factures. J'ai géré les assurances. J'ai planifié les réparations. J'ai traité avec les entrepreneurs. J'ai géré les obligations familiales. J'ai géré tout ce qui n'était pas de la médecine. Il a détourné le regard. J'ai continué, tu sais pourquoi tu as eu le temps de te concentrer entièrement pour devenir un chirurgien réputé? Il n'a pas répondu. Parce que quelqu'un d'autre portait le reste du fardeau. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence confortable. Le silence de la vérité. Celui que personne n'apprécie. Michael s'est soudainement levé. J'ai travaillé dur. Moi aussi. Je me suis sacrifié. Moi aussi. Tu ne comprends pas ce qu'il a fallu endurer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je comprends exactement ce qu'il a fallu. Cela a mis fin à la conversation. Non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il ne pouvait pas contester. Les faits étaient là, sous ses yeux. Des années de mai, de relevés financiers, de documents de propriété, de déclarations d'impôts. Des preuves, pas des revendications émotionnelles, des preuves. Une semaine plus tard, un autre problème est survenu. Elle s'appelait Vanessa. A meilleur unexpectedly. Sans intention, sans drame. Je sortais d'un supermarché quand j'ai aperçu Michael debout près de l'entrée. À ses côtés se tenait une femme d'une trentaine d'années. Blonde, séduisante, parfaitement coiffée, le genre de femme faite pour plaire sur les réseaux sociaux. Elle m'a immédiatement reconnu. Michael lui avait manifestement montré des photos. Le malaise a été immédiat. Michael se sentait piégé. Vanessa semblait curieuse, et je me sentais étonnamment calme. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis Vanessa a esquissé un sourire embarrassé. Émilie. Vanessa. Ses sourcils se sont relevés. Vous savez qui je suis? J'ai failli rire.
Vous êtes la femme que mon mari a l'intention d'épouser. Michael a fermé les yeux. Le sourire de Vanessa s'est évanoui. La conversation qui a suivi a duré moins de 2 minutes, mais elle m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Vanessa s'attendait à un chirurgien fraîchement divorcé. Elle ne s'attendait pas à un chirurgien légalement marié faisant face à un divorce potentiellement très coûteux. Plus important encore, elle ne s'attendait pas à ce que Michael lui cache cette réalité. À mesure qu'elle posait des questions, j'ai vu la confusion apparaître sur son visage, puis l'inquiétude, l'irritation, et enfin autre chose, du calcul. À la fin de notre échange, elle ne me regardait plus. Elle regardait Michael, et ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas du tout. Au cours des semaines suivantes, leur relation a commencé à se détruire. Non pas à cause de moi, mais parce que la réalité s'était invitée dans l'équation. Le fantasme s'était envolé. Il n'y aurait pas de divorce rapide, pas de transition facile, pas de table rase financière. Il y aurait des avocats, des négociations, des inventaires d'actifs, des procédures judiciaires potentielles, des conséquences. Un soir, près d'un mois après le début de tout cela, Michael s'est de nouveau présenté seul à la maison. Seulement cette fois, quelque chose avait changé. Son assurance s'était envolée. Son arrogance s'estompait. Sa certitude avait complètement disparu. Vanessa est partie. Je n'étais pas surprise. Quand? Hier. J'ai hoché la tête. Il a eu un rire amer. C'est tout ce que tu as à dire? Que aimerais-tu que je dise? Il a regardé vers le sol. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, elle pensait que je lui avais menti. J'ai haussé un sourcil. C'est ce que tu as fait. Son rire s'est transformé en un soupir douloureux. L'ironie de la situation semblait enfin l'atteindre. Pas totalement, mais suffisamment. Et alors qu'il se tenait là, dans cette maison que nous avions construite ensemble, abandonné par la femme pour qui il avait tout risqué, confronté à des réalités juridiques qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre, Michael Carter se heurtait enfin à un problème que son éducation, ses revenus et son ego ne pouvaient résoudre à eux seuls. L'effondrement d'un mariage se produit rarement d'un coup. Les gens s'imaginent des scènes spectaculaires, des disputes hurlées, des portes claquées, des affrontements publics. En réalité, la plupart des mariages meurent de la même façon que les vieilles maisons, une fissure apparaît, puis une autre, et un jour, tout le monde réalise que la structure était instable depuis des années. Au début de l'hiver, Michael et moi vivions des vies séparées sous des toits différents. Il avait loué un appartement de luxe près du centre-ville de Chicago, en partie parce que c'était pratique pour son travail, et en partie parce que sa fierté lui interdisait de s'installer dans un endroit plus modeste. La fierté est cependant une habitude coûteuse, surtout lorsque les avocats commencent à envoyer leurs factures. La procédure de divorce a suivi son cours régulièrement. Ni trop vite, ni trop lentement, juste régulièrement. De la manière dont la réalité juridique a tendance à avancer. Il y avait des réunions, des inventaires financiers, des évaluations de biens, des estimations de comptes de retraite, de la paperasse sans fin. Ironiquement, Michael lisait enfin chaque page. Je me surprenais parfois à sourire chaque fois que nos avocats échangeaient des documents. Après 10 ans passés à signer les yeux fermés, il était devenu le lecteur le plus minutieux de l'Illinois. Certaines leçons arrivent tard, mais elles finissent par arriver. Par un après-midi de neige, j'ai retrouvé mon amie Karen pour déjeuner dans un petit café près du centre-ville de Nipville. Karen et moi nous connaissions depuis près de 12 ans. Elle avait été le témoin de presque toutes les étapes de mon mariage, les bonnes années, les années difficiles, et maintenant la fin. Elle a remué son café pensivement. Comment vas-tu, vraiment? J'ai réfléchi à la question. La plupart des gens vous demandent comment vous allez par politesse. Karen le demandait parce qu'elle voulait sincèrement la réponse. Je crois que je recommence enfin à respirer. Elle a hoché la tête. Ça se voit. Et contre toute attente, elle avait raison. Pendant des mois après avoir découvert sa trahison, je m'attendais à un chagrin insurmontable. Le chagrin est venu, bien sûr. 10 ans ne s'effacent pas du jour au lendemain. Mais autre chose est apparue également, du soulagement. Ce soulagement était plus difficile à expliquer. La vérité était que Michael s'était détaché émotionnellement bien avant de partir physiquement. Pendant des années, j'avais essayé de préserver une relation qu'une seule personne entretenait activement.
Maintenant que la lutte était terminée, l'épuisement commençait à s'estomper. Karen a souri. Tu as l'air différente. Différente comment? Plus heureuse. J'ai ri. Mon mari m'a quitté. Ton mari infidèle t'a quitté. C'est juste. Elle s'est penchée en avant. Non, sérieusement. Tu sembles plus légère. J'y ai réfléchi. Peut-être avait-elle raison. Pour la première fois depuis des années, mes décisions n'appartenaient qu'à moi. Je n'organisais plus ma vie autour des horaires imprévisibles d'un chirurgien. Je ne minimisais plus mes propres besoins. Je ne m'adaptais plus constamment aux priorités de quelqu'un d'autre. Cette liberté semblait étrange, mais agréable. Vraiment très agréable. Un mois plus tard, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté depuis des années. J'ai lancé mon activité de conseil. L'idée n'était pas nouvelle. J'avais passé plus d'une décennie à gérer des finances, des contrats, des systèmes administratifs et de la logistique opérationnelle. Plusieurs petites entreprises m'avaient déjà sollicité de manière informelle pour obtenir des conseils. Karen m'encourageait depuis des années. J'avais enfin le temps et la confiance nécessaires. L'entreprise a démarré modestement, très modestement. Un bureau à la maison, un site internet simple, une poignée de clients. Rien de prestigieux, rien de spectaculaire. Mais chaque nouveau client avait une importance immense parce qu'il n'appartenait qu'à moi. Pas à Michael, pas à nous, à moi. Pendant ce temps, le monde de Michael continuait de changer. Pas de manière catastrophique, pas de manière injuste, simplement de manière honnête. Les conséquences de ses choix devenaient visibles. Nos amis ont appris la vérité. Non pas parce qu'il y avait une campagne contre lui. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais rien publié en ligne. Je n'ai jamais propagé de rumeurs. Je n'ai jamais appelé ses collègues. Les gens ont simplement posé des questions, et les réponses ont fini par émerger. Ce chirurgien respecté, qui avait passé des années à cultiver une image de stabilité, avait trompé sa femme et tenté de la convaincre qu'elle n'avait droit à rien. Les gens l'ont remarqué. Certains lui sont restés fidèles. D'autres ont pris leur distance discrètement. La plupart l'ont simplement vu sous un autre jour. Une réputation ne s'effondre généralement pas à cause d'une seule erreur. Elle change lorsque l'erreur révèle le caractère d'une personne. Un soir de février, j'ai assisté à un gala de bienfaisance en faveur de l'accès aux soins pour les familles à faible revenu. J'étais bénévole pour cette organisation depuis des années. L'événement n'avait rien d'extravagant, une salle de réception d'hôtel, des tables d'enchères silencieuses, des sponsors locaux, des leaders communautaires, des gens ordinaires essayant d'apporter leur aide. J'ai passé la majeure partie de la soirée à discuter avec des donateurs et des bénévoles. Pour la première fois depuis bien longtemps, on ne m'a pas présenté comme « la femme de Michael ». On m'a présenté comme « Emily Carter, consultante, bénévole, membre du conseil d'administration ». Cette nuance avait plus d'importance que je ne l'aurais cru. Vers la fin de la soirée, je suis sorti prendre l'air. La neige tombait doucement sur le parking. Les lumières de la ville se reflétaient sur les nuages. Pendant plusieurs minutes, je suis resté seul. Puis j'ai entendu une voix familière. Emily. Je me suis retourné. Michael. Il paraissait plus mince. Pas en mauvaise santé, juste changé. Ces derniers mois l'avaient vieilli, moins physiquement qu'émotionnellement. Il s'est approché lentement. Aucun de nous n'a parlé tout de suite. Le silence était différent désormais, moins hostile, plus sincère. Tu as bonne mine, a-t-il fini par dire. Merci. Tu as l'air heureuse. J'ai esquissé un léger sourire. Je le suis. Il a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Pendant un instant, nous avons simplement regardé la neige tomber. Puis il a repris la parole. Tu me manques. Ces mots ont résonné doucement. Non pas parce qu'ils étaient manipulateurs, mais parce qu'ils étaient sincères. Je pouvais entendre la vérité en eux. Le problème, c'est que la vérité arrive parfois trop tard. Je l'ai observé attentivement. L'homme qui se tenait devant moi n'était plus le même que celui qui s'était assis sur la terrasse des mois auparavant. L'arrogance s'était affaiblie. La certitude avait disparu. Le sentiment de supériorité avait été balayé. Ce qui restait semblait bien plus humain,
et bien plus solitaire. Je sais. Ses yeux se sont baissés. Est-ce que tu me détestes? La question m'a surprise. J'y ai réfléchi sérieusement. Non. Il a relevé la tête. Je ne te déteste pas, il a semblé presque confus. Après tout ce qu'il s'était passé, il s'attendait à de la haine. Peut-être pensait-il même la mériter. Aber, la haine demande de l'énergie, et j'en avais fini de dépenser mon énergie pour le passé. J'ai été en colère, j'ai marqué un temps d'arrêt. Très en colère. Il a hoché la tête. Tu en avais tout à fait le droit. Peut-être. La neige continuait de tomber. Des voitures passaient sur le parking. La vie suivait son cours, comme toujours. Puis Michael a posé la question à laquelle il avait pensé toute la soirée. Est-ce qu'on pourrait prendre un café un jour? Pas pour se remettre ensemble. Pas pour flirter. Juste un café, une discussion, une chance de dire quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. Je l'ai observé pendant quelques secondes. Puis j'ai hoché la tête. Un café. Un soulagement a envahi son visage. Pas de la victoire, du soulagement. Car pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Michael ne demandait pas une autre chance. Il demandait simplement l'opportunité de prendre ses responsabilités. Et curieusement, je me suis dit qu'il était peut-être enfin prêt. 3 semaines plus tard, j'ai retrouvé Michael dans un petit café indépendant du centre-ville de Nippville. C'était un endroit calme avec des murs en briques, de vieilles photos de monuments locaux et l'odeur réconfortante des grains de café fraîchement moulus. Le genre d'endroit où les gens lisent des livres, travaillent sur leur ordinateur portable ou restent assis, seuls avec leurs pensées. Un lieu idéal pour les conversations difficiles. Je suis arrivé la première. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Pendant des années, c'est moi qui arrivais en avance, qui planifiais, qui me souvenais, qui préparais. Certaines choses ne changent jamais. Quelques minutes plus tard, Michael est entré. Il m'a repéré immédiatement. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis il s'est approché et s'est assis en face de moi. Pas d'avocat, pas de documents, pas de négociation. Juste 2 personnes qui s'étaient aimées autrefois. Le silence n'était pas gênant. Il était simplement authentique. Finalement, Michael a joint les mains, le même geste qu'il avait fait sur la terrasse des mois auparavant. Mais cette fois, tout était différent. Je te dois des excuses. Je ne l'ai pas interrompu. J'aurais dû te dire cela il y a bien longtemps. Sa voix était calme. Pas de mise en scène, pas de mélodrame, juste de la sincérité. J'ai passé des mois à penser que cette liaison était ma plus grande erreur. Il a brièvement baissé les yeux. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai attendu. Cette liaison était horrible. C'était égoïste. C'était malhonnête. Il a marqué un temps d'arrêt. Mais ce n'était pas le début. J'ai senti ma poitrine se serrer parce que je savais déjà où il voulait en venir. Le début a eu lieu des années plus tôt, ses yeux ont croisé les miens. Quand j'ai commencé à croire que j'étais plus important que toi. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Simple, douloureux, vrai. Michael a ri doucement, bien que ce rire soit dénué de toute joie. Je me suis raconté beaucoup d'histoires. Je suis restée silencieuse. Je me disais que puisque je gagnais plus, je contribuais davantage. Nouvelle pause. Je me disais que ma carrière était plus importante. Il a secoué la tête. Je me disais cela parce qu'en tant que chirurgien, tout le reste devait graviter autour de moi d'une manière ou d'une autre. Dehors, un couple est passé devant la fenêtre en se tenant la main. À l'intérieur, la machine à expresso sifflait doucement. La vie continuait de s'écouler autour de nous. Et pour une fois, Michael n'essayait pas de contrôler la conversation. Il disait simplement la vérité. Tu sais ce que mon avocat m'a dit pendant l'un de nos rendez-vous? J'ai haussé un sourcil. Quoi? Michael a souri tristement. Il a dit quelque chose qui m'a mis en colère sur le moment. Qu'est-ce que c'était? Il a dit que je confondais les revenus avec la valeur. Cette phrase a résonné plus fort que je ne m'y attendais, car elle résumait presque tout, le mariage, la trahison, l'arrogance, l'infidélité, absolument tout. Michael a poursuivi, il a dit,
tu as passé ton temps à regarder des relevés bancaires en ignorant complètement tout ce qui rendait ces relevés bancaires possibles. Je me suis souvenu de ces années, des déménagements, des sacrifices, de cette quantité infinie de détails, des anniversaires organisés, des prêts immobiliers gérés, des réparations planifiées, des urgences familiales résolues, des dîners qui attendaient après des gardes interminables. De cette charge mentale que personne ne remarque jamais parce qu'elle est invisible quand elle est bien gérée. Pendant des années, Michael avait traité tout cela comme un bruit de fond. Aujourd'hui, il comprenait enfin que cela faisait partie des fondations. J'aurais dû t'estimer à ta juste valeur, sa voix s'est légèrement brisée. J'aurais dû te respecter. J'ai pris une lente inspiration. Ses excuses semblaient sincères. Non pas parce qu'elles effaçaient quoi que ce soit, rien ne le pouvait. Mais parce qu'elles reconnaissaient la réalité, et la réalité est essentielle. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai souri doucement. Tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça? Michael a semblé perplexe. Quoi? L'enveloppe jaune. Un léger sourire est apparu sur son visage. La fameuse enveloppe jaune. Oui. Il a ri doucement. Je déteste cette enveloppe. La plupart des gens la détesteraient. Le rire s'est dissipé. Puis j'ai dit une chose à laquelle il ne s'attendait manifestement pas, l'enveloppe n'a pas détruit ta vie. Son expression a changé. J'ai continué, c'est toi qui l'as fait. Sans cruauté, sans colère, simplement de manière honnête. Les documents ont toujours été là. Il a hoché la tête. Les signatures étaient toujours les tiennes. Un autre hochement de tête. Les avertissements y étaient aussi. Il a baissé les yeux. Parce qu'il savait que j'avais raison. L'enveloppe n'avait pas créé les conséquences. Elle les avait simplement révélées. Les véritables dégâts s'étaient produits des années plus tôt. Une décision irréfléchie après l'autre. Un abus de pouvoir à la fois. Une certitude infondée. Un mensonge, une trahison, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun endroit où se cacher. L'accord de divorce a été finalisé 2 mois plus tard. L'issue n'a pas été dramatique. Personne n'a tout perdu. Personne n'en est sorti anéanti. Et c'était important, car la véritable justice ne cherche pas la destruction. La véritable justice, c'est l'équité. Les biens ont été partagés conformément à la loi, selon les contributions documentées, selon la réalité. J'ai reçu exactement ce que je méritais, ni plus, ni moins. Michael a conservé suffisamment de ressources pour poursuivre sa carrière et reconstruire son avenir. Le processus a été douloureux, mais il a été équitable. Et l'équité, contrairement au fantasme de vengeance, est une valeur qui peut réellement survivre à l'épreuve de la vie réelle. Au cours de l'année qui a suivi, mon activité de conseil a continué de prospérer. De nouveaux clients sont arrivés par recommandation, puis d'autres encore, puis des partenariats se sont formés. L'association dans laquelle je faisais du bénévolat m'a invité à rejoindre son conseil d'administration. Ma vie est devenue plus riche que tout ce que j'avais pu imaginer. Non pas parce que Michael était parti, mais parce que j'avais enfin cessé de me définir à travers la réussite de quelqu'un d'autre. Quant à Michael, il a continué à exercer la médecine. D'après ce que j'ai appris, il est devenu un médecin différent, un meilleur médecin, pas nécessairement plus compétent, mais plus humble. Il écoutait plus attentivement, s'exprimait avec plus de tact, traitait les gens avec une plus grande patience. La souffrance a cette façon d'enseigner des leçons que le succès ne pourra jamais offrir. Près des 18 mois après que notre divorce a été prononcé, j'ai assisté à un événement de mentorat pour les femmes qui réintégraient le marché du travail après des transitions de vie difficiles, divorce, veuvage, obligation d'aidant familial, interruption de carrière. Chaque femme dans la pièce avait une histoire unique. Pendant une pause, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle semblait nerveuse. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Elle a hésité. Mon mari me répète sans cesse que, comme c'est lui qui gagne tout l'argent, tout lui appartient. Je l'ai regardé en silence. Pendant un instant, j'ai revu une version plus jeune de moi-même à sa place, hésitante, doutant de sa propre valeur, se demandant si les contributions n'ont de valeur que lorsqu'elles s'accompagnent d'un bulletin de paie. J'ai souri. Puis je lui ai transmis la leçon que j'avais mis des années à pleinement assimiler. Ne laisse jamais personne te convaincre que ta contribution n'a pas d'importance simplement parce qu'il gagne plus d'argent.
Ses yeux se sont légèrement agrandis. J'ai continué, une relation saine ne se construit pas sur la base de qui gagne le plus. Elle se construit sur le respect. Elle a hoché la tête lentement. Et j'ai espéré qu'elle se souviendrait de ces mots. Parce que c'est le respect qui préserve les relations. Pas l'argent, pas le statut social, pas les diplômes, pas la réussite, le respect. Des mois plus tard, je me suis surprise à repenser à l'enveloppe jaune. Les gens penseraient probablement qu'elle représentait une vengeance. C'était peut-être un peu le cas, mais pas de la manière dont la plupart l'imaginent. La véritable vengeance n'était pas de prendre l'argent de Michael. Ce n'était pas de l'humilier. Ce n'était pas de détruire sa carrière. La véritable vengeance était bien plus simple, il avait passé des années à croire que je n'avais aucune valeur sans lui. Puis la vie l'a forcé à découvrir à quel point il se trompait. Et en fin de compte, cette leçon nous a changés tous les deux. Le succès n'excuse pas la trahison. L'intelligence ne signifie rien sans l'humilité. Et parfois, la forme de vengeance la plus puissante consiste simplement à laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses propres choix. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup connaître vos impressions. Avez-vous déjà vu quelqu'un sous-estimer ses contributions silencieuses qui maintiennent l'équilibre d'une famille? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires inspirantes sur la résilience, la justice et les deuxièmes chances, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits de ce genre. Merci pour votre écoute.